vous demanderai de vous présenter et puis de... Bonsoir, Maurice Landalmoineau. J'ai une question. D'abord, merci beaucoup pour vos présentations ce soir qui sont très intéressantes. Quand on est dans une zone de villa, zone périphérique constructive, qu'on est entouré de villas déjà construites, qu'on est près des transports publics, qu'on est près du centre, des magasins, des services, etc., et qu'on nous menace de nous déclasser, et qu'on est équipé aussi, par ailleurs, et qu'on se retrouve, il semblerait, dans la zone hors centre. Quelle est la situation pour vous? Subsidiairement, je voulais juste vous poser la question sur le centre aussi, le périmètre de centre. Qu'est-ce que le périmètre de centre? Comment est-il défini par les communes? Il semblerait que ça soit défini de manière très arbitraire, en tirant un trait avec une règle et en disant tout ce qui est au-delà de la zone est hors bâti, et tout ce qui est en deçà de la zone est là le périmètre du centre. Madame Lucie, je vous passe la parole pour le périmètre du centre. Oui, merci pour votre question. Alors, sur le périmètre de centre, je laisserai répondre Monsieur Imhoff sur les pauvres propriétaires de villas. S'agissant du périmètre de centre, j'ai ici le périmètre de centre de la commune de Payerne, je vais vous le faire passer tout à l'heure. En fait, c'est la résultante d'une négociation entre le coton et les communes, de manière à appliquer certains critères liés aux infrastructures, notamment la proximité de la gare, la proximité des transports publics, des écoles, des hôpitaux, etc. Et puis, en fonction de ça, eh bien, vous avez un périmètre qui est dessiné par la commune, puis qui est ensuite retransmis au service de l'État, puis après il y a quelques allers-retours pour se mettre d'accord sur ce que l'on estime être le périmètre compact dans lequel il doit y avoir une densification. Et donc c'est pas arbitraire au fond, c'est une série de critères, mais qui sont ensuite quand même appliqués à la réalité. Donc moi j'ai trouvé cette démarche assez intéressante, mais pour autant évidemment qu'elle nous permette ensuite d'avoir une vraie densification dans ce centre, et non pas d'avoir encore aujourd'hui dans ce centre même à devoir dézoner. Par exemple à Payerne on doit dézoner 60 000 m² hors centre. D'accord. Et puis ici, dans ce périmètre-là, qui n'a vraiment aucun enjeu en termes d'environnement, de paysage ou de zone agricole, eh bien, on verra les calculs, mais moi j'ai quand même assez l'impression qu'on devra prioriser nos projets, comme dit M. Imhoff, voire en bloquer certains. Mais je vous passe volontiers cette fiche, de manière à ce que vous voyez à quoi ça ressemble. Merci. Sur d'éventuels dézonages de zones villa ou d'autres zones, etc., c'est évidemment difficile de se prononcer comme ça dans l'abstraction la plus totale. Effectivement, à part ça, une zone villa qui est... Alors, dans les villages, on va pas tenir compte du périmètre de centre puisqu'il n'y en a pas. Donc les périmètres de centre, c'est uniquement dans les centres cantonaux, les centres régionaux et les centres locaux. En dehors, dans les autres communes du canton, il n'y a pas de périmètre de centre. Par contre, on tient compte de ce qu'on appelle le territoire urbanisé. On cherche à définir un peu où est le territoire urbanisé, et ça c'est la commune qui va le faire, et puis qui va définir là où doit se situer l'urbanisation des 15 prochaines années. Et puis effectivement, les zones qui sont situées en dehors de ce territoire urbanisé devraient en principe être dézonées, mais encore une fois, en tenant compte du potentiel de développement qui est attribué à la commune. Mais il est tout à fait possible que des zones, actuellement des zones villa qui sont en dehors du territoire urbanisé, doivent être dézonées. Ça c'est possible. Une autre question? Le micro arrive. Guillaume Ramondon, Région Morges. Donc merci beaucoup aussi à nos trois intervenants pour les présentations très intéressantes. Moi j'avais une question, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de redimensionnement des zones à bâtir, de quelque part la réduction pour se mettre en conformité avec les scénarios démographiques. Par contre, on a peu parlé, on va dire, de la densification à l'intérieur des zones à bâtir existantes, la fameuse réduction des mètres carrés consommés par habitant dont M. Imhoff a fait mention dans l'un de ses slides. Est-ce que
ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre des réflexions qui sont en cours dans le plan directeur cantonal, la révision, la 4e adaptation qui est en cours de réflexion, est-ce qu'il y a des outils qui sont envisagés pour, on va dire, inciter ou au moins ne pas bloquer à ce qu'il y ait des réflexions dans les communes pour cette densification, au moins dans les périmètres de centre? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le fait d'envisager tout d'un coup des projets de densification dans des zones à bâtir qui existent déjà, il peut être pris comme on va dire une concurrence à des projets qui seront dans des zones qui ne seraient pas encore affectées. Alors le plan directeur cantonal de la 4e adaptation, qui est centré sur le redimensionnement de la zone à bâtir, sera mis en consultation en janvier 2014, le 14 janvier 2016, le 14 janvier 2016. Donc c'est difficile de parler du contenu d'un document que le Conseil d'État doit encore adopter. Ce qui est prévu, c'est des densités minimales en fonction des types de la situation des zones à bâtir. C'est le seul instrument légal qui est prévu dans le plan directeur cantonal, c'est effectivement ces densités minimales. Je crois que Madame Luzet souhaite apporter un complément. Oui, je vous remercie beaucoup de cette question parce qu'en fait, une des grosses critiques qui avait été faite à la LAT au moment de la campagne de votation, c'était aussi de dire, au fond, on souhaite une densification, mais on ne donne aucun outil supplémentaire pour permettre cette densification. Et les problématiques que l'on a aujourd'hui par rapport à la densification dans les centres, c'est des problématiques de tempo. Parce que vous vous heurtez notamment à des oppositions de voisins, ceux qui par exemple ne souhaitent pas qu'il y ait un étage supplémentaire à côté de chez eux. Vous vous heurtez aussi à des visions différentes des services de l'État. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire du côté du SDT par rapport notamment aux monuments historiques. Parce que là, vous avez souvent des problématiques de densifier dans les centres avec des questions qui sont liées à la préservation du site, ISOS, par exemple. Nous, on s'est retrouvés à Payerne avec un projet où on était en zone de centre à densifier, mais en complète contradiction avec l'inventaire de sauvegarde ISOS. Donc, qu'est-ce que vous faites primer dans ces cas-là ? C'est très difficile de trouver l'équilibre. Et on n'a pas vraiment de moyens aujourd'hui. On n'a pas vraiment d'arbitre non plus. Donc, dans ce cadre-là, moi je pense qu'une des options, ce serait vraiment que le canton travaille aussi sur c'est pas un joli mot, mais sur le fait de déconflicter ces intérêts publics qu'on peut comprendre, mais qui sont vraiment divergents dans les centres-villes. Puis alors vraiment le dernier point, moi j'y reviens, mais c'est d'éviter au maximum d'avoir des blocages en termes de densification dans les centres, parce que là, on va vraiment se retrouver face à des situations kafkaïennes. Monsieur Imhoff, est-ce que vous voulez réagir ou est-ce que je passe la parole à... Disons, effectivement, le chiffre de densification, enfin le chiffre d'augmentation de population annuelle dans les centres n'est pas connu à ce jour. Nous, les projections actuelles qui sont faites, c'est effectivement d'éviter, enfin le souhait évidemment, c'est pas de dézoner à l'intérieur des centres. Il peut y avoir l'une ou l'autre situation qui pourrait le justifier, mais c'est évidemment pas l'objectif. Et on est en train de travailler sur ces scénarios démographiques pour effectivement pouvoir accueillir le maximum de populations, de nouvelles populations du canton à l'intérieur de ces périmètres de centre. Alors c'est vrai qu'on a cette difficulté que le total des zones à bâtir de toutes les 318 communes vaudoises ne doit pas dépasser le scénario démographique. Ça, c'est la contrainte à laquelle on est soumis de par la LAT. Mais en même temps, la marge de manœuvre qu'on a, c'est justement de maintenir un taux de développement de 1% dans les villages, Monsieur Chanard. Ça, c'est extrêmement important, parce que si on augmente le taux dans les villages, on va devoir les diminuer à Payerne, à Lausanne ou à Nyon. Donc il y a ce maintien du taux de développement de 1% dans les villages, avec un des objectifs de ce maintien, c'est évidemment de ne pas surdévelopper des endroits qui sont mal desservis par les transports publics, où il n'y a pas d'équipement, etc. Mais c'est aussi de pouvoir donner un potentiel de développement supérieur dans les agglomérations et dans les centres. Est-ce que ça appelle d'autres questions? Guy Delnedros indique la commune de Valbrois. On est broyard ce soir.
Alors moi j'aurais deux questions. Enfin, la première est une question, la deuxième est une remarque. Première question, c'est clair que cette limitation de les centres locaux, ça c'est le coup de massue qui arrive sur tous les syndics, d'accord. Maintenant, le taux, vous nous avez dit que vous êtes en train de discuter le taux puisqu'il va sortir au début 2016. Est-ce que ce taux, alors là je m'appelle à la députée qui est à côté de vous, est-ce qu'il sera discuté? Ou bien ça va être un chiffre que vous allez nous lâcher et puis qu'on sera obligé d'appliquer avec toutes les contraintes? Ça, c'était ma première question. La deuxième remarque, je suis assez surpris dans le débat de ce soir qu'on n'ait pas abordé quand même la problématique. On a des réserves et des limitations qui sont fixées par une calculation. Et on ne remet pas en question cette calculation. Déjà, cette calculation, elle est tordue d'entrée puisqu'on prend 2008 comme année de référence. Alors j'espère bien que dans la limitation des centres locaux, vous n'allez pas prendre 2002 ou 2003 comme année de référence, mais qu'on partira bien en 2016, d'accord? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on arrive à ces limitations parce qu'on fait un savant calcul. Alors là, je m'excuse pour les néophytes, mais on arrive à une limitation qui est basée sur un nombre d'habitants. Vous avez 100% de croissance pour la commune de Valbrois, la commune de Payerne c'est 122%, sauf erreur, d'accord? Alors qu'on est théoriquement limité à 22% selon le plan directeur cantonal jusqu'en 2030. Mais on est arrivé à ces chiffres-là parce qu'on a converti des surfaces constructibles, des surfaces de plancher, qui au travers d'un CUS ou d'un COS ont été limitées ou augmentées, d'accord? Et on revient à de la surface constructible. Et là, si on joue sur ces paramètres-là, les chiffres sont complètement différents. Hein. Moi, je pose juste la question à M. Imhoff, pourquoi pas simplement, dans certaines zones, diminuer simplement le CUS? Si on le diminue, on va avoir moins de réserves que vous estimez être des réserves que de toute façon on ne va pas utiliser. Pour une diminution du CUS. Déjà sur le taux de 1%, il a été décidé par le Grand Conseil, puisqu'il est contenu dans le plan directeur cantonal de 2008, et puis l'autorité compétente pour adopter le plan directeur cantonal, c'est le Grand Conseil, et il en sera de même pour le taux à l'intérieur des périmètres de centre. Évidemment, le taux qui sera choisi qui sera proposé au Grand Conseil sera annoncé en 2014. Pardon, décidément j'ai de la peine avec ce 2016, sera annoncé en 2016, le 14 janvier 2016, mais ensuite il devrait être confirmé par le Grand Conseil dans le cadre de l'adoption de la 4e adaptation du plan directeur cantonal. Donc ça, c'est une compétence du Grand Conseil. Pour ce qui est du coefficient d'utilisation du sol dans les zones à bâtir, qui a effectivement une influence sur le bilan des réserves des zones à bâtir des communes, pour l'instant, ce qui a été pris, c'est les coefficients d'utilisation des zones telles qu'elles existent actuellement. Évidemment, on ne propose pas une diminution du coefficient d'utilisation du sol, ça irait à l'encontre de la volonté du peuple, des objectifs de la loi sur l'aménagement du territoire. Par contre, quand vous dites, mais il y a des coefficients qui ne vont jamais être utilisés, ou il y a des possibilités de bâtir qui ne vont jamais être utilisées, effectivement, dans les étapes que doivent effectuer les communes pour redimensionner leur zone à bâtir, il s'agit aussi de revoir ce bilan des réserves. Le grand mérite du bilan des réserves, pour ceux qui en ont déjà vu un ici, c'est qu'on voit la totalité des parcelles d'une commune, et puis on voit des petits ronds qui mentionnent là où il y a des possibilités à bâtir qui ont été identifiées. Ces bilans des réserves, alors ils ont été établis de manière automatique, mais ils ont été soumis aux communes, et la plupart des communes vaudoises aujourd'hui ont signé ce bilan des réserves, et c'est donc, il a été fait en partenariat entre le canton et la commune. Maintenant, quand on voit des réserves dont on sait qu'elles ne vont pas être utilisées, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas les maintenir. Ces réserves, il n'y a pas besoin de dézoner forcément une parcelle. Peut-être qu'il s'agit de mettre un périmètre d'implantation dans un bâtiment, parce qu'il y a une partie de la réserve qui est un verger, qui est une cour de ferme, où il y a des droits à bâtir qui existent, mais qui effectivement ne seront pas exploités. Et dans ce cadre-là, alors, c'est comme ça que dans la révision du PGA, pour l'instant on a le bilan des réserves, dans la révision du plan général d'affectation, la première chose que la commune doit faire, c'est reprendre ce bilan des réserves, et puis voir de manière plus fine là où elle peut intervenir sur le bilan, soit pour confirmer les droits à bâtir, parce qu'une autre chose que dit la LAT, c'est qu'on doit planifier les besoins à 15 ans, mais que ce qui est planifié doit effectivement être utilisé dans les 15 ans.
Ça signifie qu'on doit effectivement tenir compte d'une situation plus fine que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et puis, là où on sait que des propriétaires ne veulent pas construire, là où on sait qu'on souhaite faire de la protection, il peut y avoir des bâtiments, une série de fermes, etc., qui sont dignes de protection, et on ne souhaite pas mettre un deuxième bâtiment devant, alors là, on peut effectivement supprimer les droits à bâtir, et ça aura un effet direct sur le bilan des réserves. Par contre, effectivement, on ne plaide pas pour une diminution du coefficient d'utilisation du sol. Question ici. Le micro vous arrive depuis derrière. Middleton Municipal à Cran. On parle beaucoup de la coopération entre le canton et les communes. Monsieur Mouf, lorsque vous allez nous obliger à déposséder nos propriétaires, surtout s'ils sont de bons contribuables, première question, comment envisagez-vous cette coopération? Deuxièmement, je cite du document que vous avez sur la table, les droits à bâtir, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du territoire urbanisé, pourraient être restitués à l'occasion d'une prochaine démarche de planification. Pourquoi dézoner, exproprier, et pourquoi ne pas négocier avec les propriétaires un moratoire d'utilisation de ces droits? Merci. Alors, première chose, pour clarifier, moi je ne vais rien obliger aux communes. Ce qui oblige les communes, c'est la loi sur l'aménagement du territoire, c'est la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions. Et il se trouve que dans le canton de Vaud, la compétence d'aménagement local est une compétence communale, d'abord, et c'est donc aux communes, évidemment, à respecter le cadre législatif dans lequel elles se trouvent. Les communes ont revendiqué, d'ailleurs, ont toujours revendiqué des compétences en aménagement local, et tout à fait à juste titre, mais évidemment, maintenant, c'est aux communes à les assumer et à les mettre en œuvre. Le canton, ici, il a un rôle de contrôle de la conformité des plans communaux, mais il n'a aucune compétence en matière d'établissement des plans communaux. Évidemment, les communes doivent établir leurs plans en tenant compte du cadre légal qui existe. Alors, sur la question des propriétaires, évidemment, ce que va faire le canton, c'est, il est en train de préparer une modification de la loi. Alors, il y a à la fois le prélèvement de la taxe sur la plus-value, avec un prélèvement d'une partie de la plus-value qui fait suite à une mesure d'aménagement du territoire, qui servira à indemniser les propriétaires en cas de moins-value, pour autant, évidemment, que le tribunal reconnaisse que ça équivaut à une expropriation matérielle. Ce que va faire le canton, c'est qu'il va prendre en charge la totalité des indemnités, alors que maintenant, ces indemnités sont partagées entre canton et commune. C'est en tout cas ce que prévoit le projet de loi, qui doit être encore adopté par le Grand Conseil, mais c'est le projet que le Conseil d'État va mettre en consultation tout prochainement. Ça veut dire que le canton prélèvera la taxe sur la plus-value, mais que le canton indemnisera lui-même et en entier, enfin, prendra seul en charge l'indemnisation des propriétaires. Donc ça, je dirais que c'est ce que le canton peut faire, mais évidemment, il ne peut pas non plus accompagner les communes pour aller voir chacun des propriétaires, parce qu'encore une fois, la planification communale est de compétence, enfin la planification locale est de compétence communale. Maintenant, sur un gel des droits à bâtir ou sur une convention avec les propriétaires, alors il existe toujours dans la loi sur l'aménagement du territoire la zone intermédiaire. Alors, si effectivement des zones se situent dans un périmètre d'urbanisation à 25 ans, on peut envisager de passer des droits à bâtir en zone intermédiaire, c'est une possibilité qui existe, mais évidemment, il faut qu'il y ait une cohérence en matière d'aménagement du territoire. Par contre, on ne va pas pouvoir geler des droits à bâtir, enfin la seule manière de geler les droits à bâtir, c'est effectivement de les restituer ou de changer de zone. On ne peut pas geler les droits à bâtir d'une autre manière. Une autre question? Je profite peut-être de ce moment pour rebondir sur la question du dézonage d'une zone dans un centre de localité. Parce que comment est-ce qu'on va
garder la cohérence de l'urbanisation si on commence à dézoner à l'intérieur des centres? On risque de me répéter, l'objectif n'est pas de dézoner à l'intérieur des centres, on ne va pas remettre de la zone agricole à l'intérieur d'un périmètre de centre. Par contre, il y a un travail assez fin à faire, et ça c'est effectivement une nouveauté. On a découvert dans des communes, on a des terrains de football qui sont en zone à bâtir. La commune, à moins que la commune ait un projet immobilier sur ces terrains de football, il y a intérêt à passer cette zone en zone d'utilité publique, en zone sportive, en zone à constructibilité restreinte, et puis comme ça on sort ces surfaces du bilan des réserves puisqu'elles ne pourront pas accueillir de nouveaux habitants. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres, il y a des endroits où on a des zones de verdure qu'on souhaite préserver. Elles sont maintenant comprises dans le bilan des réserves. Eh bien, ces zones qu'on souhaite préserver, on peut les passer en zone de verdure, etc. Mais on n'a pas, enfin, encore une fois, dans les projections qu'on fait, et avec le taux de croissance qui sera attribué au périmètre de centre, on devrait arriver à des situations où on n'est pas en train de dézoner à l'intérieur des périmètres de centre. Vous avez vu dans le tout premier dia que je vous ai présenté qu'on a tenu compte à la fois des zones à bâtir existantes et des projets des agglomérations. Il y a peut-être certains projets qu'il faudra décaler un peu, mais aussi, et c'est ça aussi qu'on dit aux agglomérations, on sait très bien que dans une agglomération, pour aboutir à 100 habitants, il faut au départ, et c'est ce que Mme Lusier disait aussi, en planifier 120 ou 130. Le respect du taux de croissance, il se fait au moment de l'approbation des plans. On peut tout à fait travailler sur davantage de projets et puis avoir une certaine souplesse après sur lesquels on approuve à quel moment en fonction de leur maturité. Et donc, je dirais, l'ensemble de ces instruments fait qu'on devrait, je dirais, dans la majorité des cas, évidemment, éviter de dézoner, c'est-à-dire de faire un retour à la zone agricole dans les périmètres de centre. Par contre, il y a un travail plus subtil à faire qui peut aboutir, dans certains cas, à diminuer des droits à bâtir, mais des droits à bâtir qui ne seraient probablement pas utilisés. Oui, merci pour cette question centrale et ces explications. Peut-être juste pour redire que toutes les zones d'intérêt public ne sont déjà pas comptabilisées dans les réserves. Je crois que c'est ce qu'on se disait ici. Donc, effectivement, si on a des zones sportives ou des zones d'intérêt général d'école, etc., elles ne comptent pas dans notre bilan. Donc ça... mais ça, alors en tous les cas, aujourd'hui, à ce que j'en sais, c'est pas du tout comptabilisé dans le bilan des réserves. Donc effectivement, ça c'est un point qui est déjà hors bilan. Maintenant, par rapport au fait de ne pas dézoner dans les centres, moi j'entends bien ceci, mais c'est quand même une des mesures qui est préconisée dans le guide que vous venez d'éditer. Donc effectivement, c'est quand même que cette possibilité-là va exister et qu'elle va certainement devoir être mise en pratique si on a ce taux de croissance limité dans les centres. Donc il y a bien cette question de priorisation des projets, mais qui est très difficile dans le sens où non, sur le principe, elle est tout à fait facile. En théorie, c'est évidemment simple. Mais le problème, c'est que la pratique, elle n'est jamais liée finalement au même... Comme je disais tout à l'heure, vous avez des projets qui avancent plus vite, d'autres qui avancent moins vite, et il faudra vraiment faire très attention de ne pas se bloquer parce qu'on a priorisé le projet A à telle année, que finalement le projet B qui finalement va plus vite soit complètement bloqué parce que c'est le projet A qui doit absolument se faire par rapport à la planification qui est celle de la commune. Parce que sinon là, on va vraiment vers un blocage qui est complet. Puis après, peut-être pour répondre aux questions qui étaient posées aussi par M. Del Pedro, mais comment est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je déclare nos intérêts. Notre bilan des zones, il n'est pas encore signé chez nous. On est encore en discussion avec le coton. Mais je pense que là, effectivement, il y a peut-être des pistes à suivre. Notamment ce que vous évoquiez tout à l'heure, et je ne sais pas comment le Balai le fait, mais moi, ça m'intéresserait de vous entendre de manière plus spécifique là-dessus. C'est le fait de prendre en compte les spécificités des communes et des régions, et peut-être aussi de leur taux de démographie. Vous parlez d'un taux de 1% dans les villages, ok. Vous parlez, je ne sais pas de quel taux dans les centres, mais par exemple dans la Broye, aujourd'hui c'est 3%. C'est 3% de démographie, de croissance démographique par année.
actuellement, les 3 dernières années. Donc c'est clair que si on se retrouve bloqué à 1,5 pour les années suivantes, alors qu'on a des magnifiques projets qui sont, alors je le répète, tout à fait en lien avec l'aménagement du territoire en termes de densification, de proximité des transports, on n'est pas en train de parler de création de zones villas à 1 km des infrastructures, et bien là je pense qu'il y a des choses qu'il faut encore étudier. Ou alors dans le scénario démographique cotonal lui-même, peut-être que là il y a une marge de manœuvre. Et puis, moi, je le redis, je pense qu'il faut aller discuter avec la Confédération sur les critères qui sont utilisés. Ce que disait M. Del Pedro, parce que c'est pas normal, finalement, qu'on passe d'un critère qu'on fasse le dimensionnement des zones en fonction du nombre d'habitants par rapport au centre-ville. Là, on arrive, je vous le redis, mais c'est écotop, c'est le fait de limiter la population, c'est pas le fait de vouloir éviter le mitage du territoire. Mais ça, c'est pas vous qui en êtes responsable, mais je pense que là, il y a vraiment encore une discussion à mener avec la Confédération. Et puis le dernier point, sur les zones intermédiaires, pour éviter finalement, enfin, les zones bloquées, les zones intermédiaires, ben on le sait, hein, une zone intermédiaire, le jour où vous devez repasser en zone à bâtir, ben, c'est exactement la même procédure que pour une zone agricole. Donc au fond, ça change rien du tout pour le propriétaire en question, malheureusement. Oui, j'aimerais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que la zone intermédiaire fait débat depuis longtemps. Et d'ailleurs, en passant la frontière entre Vaud et Valais, j'avais envie de proposer qu'on fasse un échange de bons procédés, c'est-à-dire que les zones d'affectation différée valaisannes deviennent des zones intermédiaires et que les zones intermédiaires deviennent des zones d'affectation différées. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment besoin d'un facelift, comme on dit à l'anglaise aujourd'hui, c'est-à-dire que les zones intermédiaires du canton de Vaud sont issues d'une vieille planification qui n'est plus adaptée. Et donc on a considéré, alors à juste titre, dans un certain sens, dans le cadre de la pratique, que c'était des zones agricoles en devenir. Si c'est clair désormais que la zone intermédiaire est utilisée clairement pour reporter une future affectation à 15 ans, il faut que ce soit clair. À ce moment-là, on pourra peut-être négocier quelque chose avec les propriétaires. Mais tant que c'est considéré au SDT comme de l'antichambre de la zone agricole, il n'y a aucune chance que la zone intermédiaire n'est grâce aux yeux des propriétaires des communes. Donc ça, je crois qu'il faut que ce soit très clair et que le message soit vraiment, je dirais, diffusé auprès de toutes les collectivités, parce que je crois que la zone intermédiaire est un réel outil d'aménagement du territoire, il faut l'utiliser à bon escient, mais maintenant à l'escient de la nouvelle latte. Voilà. J'avais envie de dire aussi que la bonne idée de dézoner une zone d'utilité publique au profit d'une zone, je dirais, d'utilité publique inconstructible, 18 lattes pour les spécialistes, eh bien, ça vaut la peine, mais surtout pour le déclassement de zones pendant la période transitoire. Alors ça, oui, parce qu'effectivement, là, on arrive à trouver des zones, entre guillemets, à déclasser en simultané et que les communes maîtrisent, parce que c'est toujours compliqué de sortir de son propre territoire. Donc là, de ce côté-là, je voulais juste faire la petite précision sur ce point, parce que les zones d'utilité publique, au niveau de la MADRE, la méthode automatique de détermination des réserves, c'est pour la population, il s'agit du redimensionnement lié à la population et zones habitées, mais pas des zones d'utilité publique qui sont réputées non habitées. Une précision sur ce point, il existe dans de nombreuses communes des installations sportives qui sont en zone à bâtir affectées à l'habitat. Tout simplement parce qu'on a fait à l'époque des zones villages, on a fait, comme vous le disiez, ces grands patatoïdes, et puis à un moment donné, il y a des besoins sportifs qui ont été remplis, simplement en utilisant des zones à bâtir qui sont affectées à l'habitat. Donc dans la MADRE, si ces zones à bâtir sont affectées à l'habitation, dans la méthode d'évaluation des réserves, eh bien, elles sont comptabilisées. Et puis, si vous les passez en zone à constructibilité restreinte, évidemment, elles vont être sorties du bilan des réserves. Et c'était bien de ces cas-là dont je parlais. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Voilà. Alors, est-ce que le micro va arriver jusqu'à vous? Oui, bonjour, Florian Bourgoux, je viens d'un petit village corbérier dans les montagnes du Chablais, à l'autre bout du canton, presque en Valais. Alors j'aurais deux questions. En fait, la première, c'est est-ce que c'est possible de dézoner des parties de parcelles qui seraient en village, plus ou moins dans le centre, enfin des parties donc, déjà construites et habitées, et par exemple faire une sorte de patatoïde autour de l'habitation de 5 mètres,
et de dézoner le reste de la parcelle, une parcelle qui ferait, je sais pas, 1500 mètres carrés, et puis d'en garder plus que 300 pour autour de l'habitation. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que lorsqu'on était en zone intermédiaire ou non, et qu'on est dézoné pour passer en zone agricole, et que par exemple on était dans un hameau qui était dans cette fameuse zone intermédiaire, est-ce que c'est la loi agricole qui s'appliquera, ou est-ce qu'il y a moyen de faire une sorte de petite zone tampon autour des habitations, où on se retrouve en fait au milieu du pâturage avec la loi agricole? Ou est-ce qu'il y a moyen de faire, je sais pas, quelque chose, quoi. Merci. Je crois qu'entre Thierry Chanard et M. Imhoff, qui est-ce qui prend la parole? Vous avez dit tout à l'heure qu'on est tous des explorateurs. Je vous remercie de rentrer dans cette catégorie-là, d'explorer avec nous. Pour être un petit peu plus sérieux, il y a des plans d'aménagement de village qui sont ce qu'on appelle des plans de détail. Donc vous avez la zone de village qui a une couleur, une teinte brune, voilà, et puis qui donne voilà, la caractéristique villageoise à l'ensemble de cette teinte brune. Mais parfois, on a des plans de détail qui sont comme des plans d'aménagement spéciaux qui sont légalisés pour donner finalement les spécificités des implantations, des futures constructions et de conservation des bâtiments qui doivent être mis en valeur. Donc, dans le fond, on définit ce qui est vide et ce qui doit être plein ou constructible. Donc, cela consisterait finalement, ce que vous dites, monsieur, c'est qu'on se mette à établir des plans de détail de ces villages, certains en ont déjà, et qu'on considère du point de vue, alors, à ce moment-là, de la reconnaissance des zones, que tout ce qui n'est pas constructible autour de ces périmètres bâtis soit considéré comme de la zone de verdure ou équivalent. Voilà. Alors bon, il faudra qu'on travaille un petit peu avec le canton aussi pour voir comment on normatise ça, mais je pense que c'est une voie qui est potentiellement intéressante. Il y a aussi des astuces qui peuvent être trouvées dans le territoire agricole. Il y a des zones qui sont possibles dans les territoires agricoles qui sont, entre guillemets, constructibles. La zone agricole est quand même constructive, il faut se rappeler. Et c'est vrai qu'on peut considérer, sous certains régimes, qu'on puisse déclasser des zones, même s'il y a des hameaux, il y a des secteurs qui sont réputés habités. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Il y a un système simple dans le premier cas que vous évoquez, c'est le périmètre d'implantation. On peut mettre effectivement autour des bâtiments des périmètres d'implantation qui rendent le reste de la parcelle inconstructible. Ça, c'est une solution qui peut être utilisée. Pour ce qui est de hameaux aux zones intermédiaires, la zone intermédiaire n'est pas de la zone à bâtir actuellement. Donc le régime appliqué actuellement dans ces zones-là, enfin dans les zones intermédiaires, c'est le régime du hors-zone à bâtir. Donc on ne va pas pouvoir légaliser ces situations, sauf dans des cas, enfin il y a des règles qui existent pour définir ce qui est un territoire urbanisé, mais il faudrait que ça corresponde à un territoire urbanisé, et je suppose que ce n'est pas le cas dans ce que vous décrivez. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Peut-être une dernière question? Monsieur. Bonsoir. Henri Germont, municipal de l'urbanisme. Alors, je ne sais pas si ce sera la dernière question, mais c'est un sujet qui n'a pas du tout été abordé ce soir. Il s'agit de la densification des zones industrielles. Et vous savez qu'on est un peu sur le feu de la rampe à Orbe, non seulement parce qu'on veut construire et urbaniser avec un plan de quartier qui a été remis en question par un référendum à l'intérieur de notre commune, mais bien par la densification d'une zone industrielle. J'aimerais relever là tout l'appui qu'on a eu du canton pour traiter cette affaire. On a passé d'abord par une procédure auprès d'un recours au niveau cantonal, qui a été gagné d'ailleurs. On était très contents de cette affaire-là. Il nous restait environ 2 jours pour qu'on passe la rampe des 30 jours avant qu'on doive peut-être aller au tribunal fédéral. Ben, messieurs, dames, l'ARE a déposé un recours et nous allons aller au tribunal fédéral. Donc c'est pour moi totalement inadmissible, c'est vraiment un abus de pouvoir
Et je crois qu'on parlait là de 400 emplois, par exemple, qui pouvaient être engagés. Donc, l'impact de cette late est non seulement sur l'habitation, comme on vient d'en parler toute la soirée, mais également sur le plan économique. Et là, on a un réel problème. Je ne sais pas si quelqu'un veut l'aborder. Je viens parler des zones industrielles et des zones d'activité. Ça, c'est encore une... Effectivement, on n'en a pas parlé ce soir, on s'est plutôt concentré sur les zones d'habitation. À l'avenir, et il y a un système qui sera prévu aussi dans le plan directeur cantonal, à l'avenir, ces zones-là ne pourront plus être gérées uniquement à l'échelon communal, mais disons, dans un échelon supracommunal. Et ce qui va être proposé, c'est d'avoir une gestion régionale de ces zones. Ça, c'est l'exigence minimale de la loi sur l'aménagement du territoire, c'est d'avoir une vision supracommunale des zones d'activité. Je dirais le canton a une certaine expérience, puisque le canton soutient toute une série de pôles de développement économique, dont celui d'Orbe, et notamment à Orbe, c'est sur cette base-là qu'on a défendu le fait qu'il n'y avait pas besoin de compenser les mises en zone à bâtir, parce qu'on était dans un pôle de développement économique d'importance cantonale, et on a défendu le fait qu'on était dans les cas d'exception prévus par la loi sur l'aménagement du territoire, qui ne nous obligeait pas à faire cette compensation. Donc voilà la nouveauté qu'il y aura pour les zones, pour ces zones industrielles et ces zones d'activité. Merci. Encore une question peut-être, Oui, Xavier Fischer. J'ai apprécié l'approche de M. Imhoff qui a parlé d'une vision dynamique des plans d'affectation. Et puis, dans les nouvelles lignes directrices qui sont distribuées, on voit qu'on commence à planifier non seulement à 15 ans, mais en anticipant ce qui va se passer après. Disons, grosso modo, pour l'instant, on parle de 25 ans. Moi, j'ai un peu une autre question là autour, disons, c'est, à mon avis, ça pose la question du lien entre les plans d'affectation et les planifications directrices. Pour l'instant, il me semble, la LAT, elle parle toujours du dimensionnement à 15 ans. C'est bien le corpus, disons, du plan d'affectation. Mais je me pose sérieusement la question si c'est correct de mettre dans le plan d'affectation des intentions de planification ultérieure, alors par des zones réservées ou à affectation différée, comme on aime bien en discuter avec mon ami Thierry. Mais disons, ma modeste expérience montre qu'en général 10 ou 15 ans après, on voit les choses assez différemment, puis que malgré toute la qualité des réflexions, peut-être que là où on avait prévu de faire un développement, c'est plus tout à fait le bon endroit, ou c'est pas de cette manière, ou c'est pas dans ce même but. Donc voilà, ma question en fait c'est est-ce que le SDT voit une autre vision de la complémentarité entre les planifications directrices et les plans d'affectation dans ce nouveau contexte? Si on était totalement pur, on ne parlerait que de planification à 15 ans, puisque c'est l'horizon de planification qui est contenu dans la LAT. Maintenant, on est plusieurs ici à être entre le marteau et l'enclume. Alors, je ne dirais pas qui est le marteau et qui est l'enclume entre la LAT et les communes, mais on est Non, mais les communes sont évidemment très demandeuses et à juste titre de souplesse. Et parmi les souplesses qu'on arrive à trouver dans la LAT, il y a cet horizon de planification à 25 ans, puisque le scénario démographique cantonal parle, la LAT parle dans le plan d'affectation cantonal de scénario démographique à ces deux horizons. Et c'est ce qui nous permet, je dirais un peu par transposition dans les plans communaux, de parler d'une vision à 25 ans, mais disons les zones qui pourront être légalisées, c'est effectivement les besoins à 15 ans. Je vous remercie, je pense que ce sera le mot de la fin pour ce débat, mais ce n'est pas tout à fait la fin parce que je vous invite à un apéritif qui sera servi dans les locaux du phare, donc il faut juste descendre l'escalier à